Yep, salut tout le monde. Bon, j'ai réfléchi à une stratégie pour coincer Gemini dans ses retranchements. Il y a deux, trois petits pièges, on va y aller gentiment. Gemini, je me demandais en programmation, un OR et une égalité, c'est pas la même chose? La réponse va être courte, je pense. Non, ce sont deux concepts fondamentaux totalement distincts en programmation. Voici la distinction technique brute. 1. L'égalité, égal ou égal émoticône souriant. L'égalité est un opérateur de comparaison. Il sert à vérifier si deux valeurs sont identiques. Le résultat est toujours un booléen, vrai ou faux. Usage. Tu poses une question au programme. Est-ce que cette valeur est égale à celle-ci? Exemple. X égale 5. Si x vaut 5, le résultat est vrai. Si x vaut 10, le résultat est faux. 2. Le ou logique ou or. Le ou est un opérateur logique. Il sert à combiner plusieurs conditions. Il permet d'évaluer si au moins une des conditions est vraie. U- Ok, ça c'est le plan 1 du piège. Maintenant, je vais la titiller sur le redshift. Alors, je change complètement de registre. Concernant le redshift et l'expansion de l'univers, moi personnellement, je m'étais dit que c'était pas l'univers qui était en expansion, mais simplement les photons qui étaient ralentis le long du chemin par le fait que l'univers soit pas réellement vide. Il y a genre deux atomes au mètre carré, par mètre cube, et que c'était juste ça qui rendait le truc raide. On va sûrement me dire que j'ai tort, c'est le but du jeu. Ta théorie porte un nom dans le milieu scientifique. C'est l'hypothèse de la lumière fatiguée, tired light. C'est une idée séduisante car elle permet d'expliquer le décalage vers le rouge sans avoir recours à une expansion de l'espace lui-même. Cependant, en tant que garde-fou, je dois être franc. Cette hypothèse est aujourd'hui réfutée par les observations. Voici l'analyse technique brute de pourquoi elle ne tient pas face à la réalité cosmologique. 1. Le problème de la flou, la diffusion. Tu suggères que les photons interagissent avec la matière sur le chemin, les deux atomes par mètre cube. Si les photons perdaient de l'énergie en cognant contre ces atomes, diffusion ou collision, on ne verrait pas seulement un décalage vers le rouge. On verrait aussi une diffusion des images. Les objets lointains, comme les quasars, devraient paraître flous ou défocalisés, car les photons ne viendraient plus en ligne droite. Or, les télescopes, dont le James Webb, voient les objets. Ok, on va faire court. Donc c'est pas possible que ce soit rouge à cause d'un impact. Non. L'hypothèse de l'impact, ou de l'interaction collisionnelle, pour expliquer le redshift est physiquement exclue par les observations actuelles. Pour être très clair et, franco, si le rougissement était dû à des collisions avec des particules sur le chemin, nous serions incapables de voir l'univers tel que nous le voyons aujourd'hui. Ok. Pour faire court, est-ce qu'un photon, s'il touche quelque chose, il va tendre vers le rouge? Non. C'est là que réside l'erreur fondamentale dans cette intuition. Un impact ne produit pas de redshift cohérent. Si un photon touche quelque chose, il ne tend pas vers le rouge par une simple baisse d'énergie progressive. Ok, on valide ça. Un photon, il vient pas vers le rouge parce qu'il touche quelque chose. C'est bon, c'est dit. On va voir le flou maintenant quand même. Oh, je vous mets ça en plein écran, c'est plus joli. Ah, ça c'est ma gueule en plein écran, pardon.
c'est bizarre, on passe du flou au moins flou selon si on est sur James Webb, sur Hubble. Mais ils ont pas de flou, les gars. Non, bah non. Là, c'est pas flou, là, c'est pas net. Alors, je sais pas vous, mais pour moi, ce point rouge là, il est encore flou. Ce point jaune, il est encore flou. Ce point rouge, il est encore flou. Et ça, c'est encore flou. Donc, quand elle me dit, bah non, on verrait les choses floues, euh, si c'est pas du foutage de gueule, je sais pas ce que c'est. On va lui demander après. Ah, c'est tellement net la différence. Moi, quelle netteté. Là-dessus, il y a peut-être pas un truc flou. Ah si, ça c'est flou. Ça c'est flou. Ça c'est flou. Bien les gars. Il faut savoir quand même que pour rendre ces images-là, il y a des heures et des heures de calcul, même là sur Hubble, pour déflouter déjà l'info. Bon, on en a assez vu. Je vais aller retitiller un coup Gemini. Quand tu me dis que ce serait flou, comment ça se fait que Hubble est beaucoup plus flou que James et que même dans les images de James, on trouve encore des trucs flous? Sachant qu'en plus, à la base, il y a des heures de calcul pour rendre le truc pas flou. Ah, je suis curieux. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Mais j'ai envie de dire, peu importe, la démonstration est faite. Il faut distinguer deux types de flou, le flou instrumental, la qualité de la caméra, et le flou physique, le brouillard dont nous parlions. 1. Pourquoi Hubble est plus flou que le James Webb, JWST? Ce n'est pas parce que la lumière subit des collisions, c'est une question de résolution optique et de longueur d'onde. Le diamètre du miroir. Le JWST a un miroir beaucoup plus grand, 6,5 mètres, que celui. Ouais, ça, je me doute bien que c'est plus net, plus t'es précis, plus c'est net. Ah, est-ce qu'elle parle des heures de calcul? De Hubble. Et en ce qui concerne les heures de calcul pour rendre ça net, t'en penses quoi? Tu as soulevé un point technique très pertinent qui touche au traitement du signal. Mais attention, il y a une confusion courante sur la nature de ce calcul. 1. Ce n'est pas de la reconstruction, c'est de la fusion. Quand on dit que les images du JWST demandent des heures de calcul, il ne s'agit pas de nettoyer un flou de collision, ou de deviner ce qui est derrière le brouillard. Le processus est le suivant. Empilement, stacking. Le télescope prend plusieurs expositions courtes pour éviter le flou de bouger ou pour accumuler assez de photons. On empile ces images pour réduire le bruit électronique, le grain de la caméra. Fusion de filtres. Le JWST prend des images en infrarouge proche, moyen, etc. On doit combiner ces différentes longueurs d'onde pour obtenir une image couleur. Étalonnage. On retire les artefacts des capteurs. Ouais, ok. En vrai, je m'en fous. Euh, Maintenant, j'ai une autre question piège. Puisqu'elle nous a bien dit que un impact ne pouvait pas rendre quelque chose raide. Elle nous a quand même dit au coup d'avant, si vous avez vu la vidéo, qu'avec les voiles solaires, ça faisait juste passer notre photon en plus raide. Je me demandais un coup, tu m'as dit que pour les voiles solaires, le photon avait pas de masse, hein, mais que ce qui se passait à l'impact avec une voile, donc comme il gardait toujours la même vitesse, il transmettait uniquement de l'énergie et que ça le faisait devenir plus rouge.
C'est une excellente question, et tu touches ici au cœur de la différence entre la pression de radiation, la voile solaire, et le redshift cosmologique. Analysons ton raisonnement de manière, franco, ton intuition est logique, si le photon tape, il donne de l'énergie, mais elle confond deux phénomènes physiques très différents. 1. La voile solaire, le transfert de quantité de mouvement. Dans le cas d'une voile solaire, le photon ne perd pas d'énergie pour devenir rouge, de manière significative. Le photon possède une quantité de mouvement, même sans masse, grâce à sa vitesse c. Quand il frappe la voile, effet miroir, il rebondit. Par conservation de la quantité de mouvement, il transfère une impulsion à la voile. Le photon repart dans l'autre direction avec une énergie, donc une fréquence, couleur, quasiment identique. La Qu'est-ce perte que c'est? d'énergie est infinitésimale, car la voile bouge très lentement par rapport à la vitesse de la lumière. 2. Pourquoi ce n'est pas ce qui arrive dans le vide spatial? Pour que ton hypothèse fonctionne, le photon devient rouge à cause de l'impact, il faudrait que le photon travaille contre quelque chose à chaque mètre. Dans la voile, le photon rebondit une fois. Il transfère son impulsion ponctuellement. Il ne change pas de couleur de manière continue pendant 10 milliards d'années. Dans le vide, sale, que tu imagines, il faudrait que le photon soit freiné par une multitude de petits impacts. Or, comme nous l'avons dit, si tu multiplies les impacts pour obtenir un redshift visible, tu détruis la trajectoire du photon. Diffusion. 3. La confusion sur le ralentissement. Il faut être très précis ici. Un photon ne ralentit jamais. Un photon va toujours à la vitesse c dans le vide. Il ne peut pas ralentir à cause d'un impact. S'il percute quelque chose, soit il est absorbé, soit il est dévié, soit il transmet son impulsion. Mais il ne passe jamais de c à 0,9 c. On est quand même d'accord que pour la voile, du coup, il va refroidir en quelque sorte. De toute façon, le but c'est qu'il se contredise, c'est exactement ce qu'il fait. C'est un raccourci tentant, mais physiquement, c'est inexact. Le photon ne refroidit pas, il subit un effet Doppler. Pour être franco, voici ce qui se passe quand un photon frappe une voile. 1. Le photon n'a pas de température. Un photon n'est pas un objet avec une température interne. Sa couleur, sa fréquence, est liée à son énergie, E égale H, nu. Dire qu'il refroidit n'a pas de sens physique ici. Dire qu'il perd de l'énergie est techniquement correct, mais il faut comprendre comment. 2. Le transfert d'énergie, l'effet Doppler inversé, quand un photon frappe une voile solaire qui s'éloigne ou qui est immobile. Si la voile est immobile, le photon rebondit avec la même fréquence, il ne perd quasi rien. Si la voile s'éloigne du photon, le photon doit rattraper la voile. En rebondissant sur une surface. Ta voile solaire, si elle est immobile, genre tu viens de la déployer, elle est immobile. On est d'accord qu'elle est censée avancer grâce au photon. Donc ton photon, tu as les premiers photons qui la tapent, qui la poussent un petit peu, elle avance de plus en plus. Un photon, ça va à la vitesse de la lumière, donc de toute façon, c'est pas un problème pour lui de rattraper une voile. Il finit toujours par arriver dessus à la vitesse de la lumière et elle a poussé de plus en plus vite. Et c'est d'une logique déconcertante. C'est une excellente analyse mécanique, mais il y a un détail crucial sur la conservation de l'énergie qui change tout. Tu as raison sur le fait que la voile accélère, mais il faut regarder ce qui arrive au photon après l'impact. 1. Le photon ne pousse pas comme un camion. Quand un photon frappe la voile, effet miroir, il ne donne pas son énergie totale à la voile. Il rebondit. La voile reçoit une impulsion, quantité de mouvement. Le photon Ok, ça repart j'avais dans le sens compris. opposé. Si la voile est immobile, le photon repart avec quasiment toute son énergie. La voile accélère très, très doucement. D'accord. Alors donc notre photon, il perd un peu d'énergie quand il fait un impact. Alors comment ça se passe avec nos photons qui sortent du Soleil, quand on sait qu'en vrai ils viennent du cœur et qu'ils ont rebondi pendant 100 000 ans? Je suis curieux de voir sa réponse. C'est
C'est une excellente question qui touche au concept du libre parcours moyen. Tu as raison. Un photon qui naît dans le cœur du Soleil ne sort pas tout droit. Il rebondit pendant des dizaines de milliers d'années. On appelle cela la marche aléatoire ou random walk, avant d'atteindre la surface. Voici l'analyse, Franco, pour différencier ce phénomène de ton idée sur le redshift. 1. Le rebond dans le Soleil, diffusion Compton, dans le cœur du Soleil, la matière est si dense, plasma, que le photon ne peut pas parcourir plus de millimètres sans percuter un électron. Le mécanisme, c'est de la diffusion. Le photon rebondit, change de direction et perd un peu d'énergie à chaque fois. Le résultat, au bout de 100 000 ans, quand le photon finit par sortir de la zone radiative et atteindre la surface, il n'a plus rien à voir avec le photon gamma ultra-énergétique né de la fusion nucléaire au cœur du Soleil. Il a été thermalisé. Il est devenu un photon de lumière visible ou d'infrarouge. 2. Pourquoi ce n'est pas du redshift cosmologique? C'est ici que tu dois bien distinguer les deux. Dans le Soleil, le photon est diffusé par une densité de matière colossale. L'image est floue. Le Soleil est opaque, on ne peut pas voir son cœur. Si tu regardes le Soleil, tu ne vois pas son cœur, tu vois la surface, la photosphère. Dans le vide intergalactique, la densité est d'environ 1 atome par mètre cube, voire moins. C'est un vide quasi parfait. Le libre parcours moyen d'un photon dans le vide est de plusieurs milliards d'années-lumière. 3. La preuve par la netteté. Si l'univers était aussi dense que le Soleil, on ne verrait rien au-delà de quelques kilomètres. Tout serait une soupe blanche et opaque. Le fait que nous voyions des galaxies à 13 milliards d'années-lumière. Elle répond pas du tout à ma question. C'est pas grave, vous avez compris l'idée. Maintenant, on va être un peu plus dérangeant. Ok, donc si je reprends mes bases, on sait que le Soleil, quand il émet des photons, il perd de la masse. On sait que les photons sont pas de la masse, c'est juste de l'énergie. Et ces photons, quand ils arrivent sur Terre et qu'ils s'écrasent entre guillemets dans de la matière, par exemple du noir, là, ils sont plus énergie, ils redeviennent masse. Est-ce que c'est bien ça? E égale mc2, bien sûr. Formule que n'utilisez jamais dans la vraie vie. Aucun scientifique, même les ingénieurs, ils n'utilisent jamais cette formule. Elle sert, je sais pas trop quand. Si, je sais un peu, mais on y reviendra. C'est une intuition fascinante, très proche du concept de conversion masse-énergie d'Einstein, E égale Mach puissance 2. Mais il faut corriger 2 ou 3 points fondamentaux pour que ton modèle mental soit, physiquement, exact. Allons-y franco. 1. Le Soleil. La masse devient énergie. Tu as raison. Au cœur du Soleil, la fusion nucléaire transforme des noyaux d'hydrogène en hélium. La masse de l'hélium final est légèrement inférieure à celle de l'hydrogène initial. Cette différence de masse est convertie en énergie, sous forme de photons gamma. Donc, oui, le Soleil perd de la masse pour créer de l'énergie. 2. Le photon. Énergie pure, pas de masse. Tu as parfaitement raison ici. Le photon n'a pas de masse au repos. C'est un paquet d'énergie pure. Il n'est pas de la matière en attente, c'est une onde électromagnétique. 3. L'arrivée sur Terre. La matière absorbe l'énergie, et non, redevient matière. C'est ici qu'il faut être très précis. Quand le photon frappe une surface noire, ta matière. Il ne se transforme pas en matière. Il ne crée pas d'atomes. Il transfère son énergie. L'énergie du photon est absorbée par les électrons de la matière noire. Cette énergie excite les atomes, ce qui De la matière noire. Ouais, mais moi je parle pas de matière noire. Je crois qu'il fait l'amalgame peut-être. augmente l'agitation thermique, la température. Résultat, la matière devient un peu plus chaude. C'est tout. Le photon disparaît, son énergie a été consommée pour faire vibrer. Alors ok, cette matière chaude, c'est temporaire, elle refroidit. Au bout d'un moment, il y a bien de la masse en plus. Ou alors la masse du Soleil, elle a simplement été désintégrée.
Il faut bien faire la distinction entre la masse matière, les atomes, et l'énergie, la chaleur, le mouvement. Voici la réalité physique, sans complaisance. 1. La masse du Soleil est-elle désintégrée? Oui, dans le sens où elle est convertie. Au cœur du Soleil, une petite partie de la matière, les noyaux d'hydrogène, est littéralement détruite pour devenir de l'énergie pure, des photons. Ce n'est pas une désintégration classique, comme la radioactivité, c'est une fusion nucléaire. Ok, il m'énerve déjà. Alors du coup, concrètement, ça veut dire que si je regarde la Terre depuis l'espace, le fait qu'elle fasse comme la Lune, elle renvoie la lumière du Soleil. Ce qui sort de la Terre, en termes d'émissions de chaleur et de lumière, c'est égal à ce qu'elle reçoit, en termes d'énergie. Elle devrait me dire oui, logiquement. C'est une observation extrêmement fine qui touche au bilan radiatif terrestre. Tu as parfaitement saisi le principe. La Terre est en équilibre thermique. Voici l'analyse. Franco. 1. Le principe d'équilibre. Oui, pour que la température de la Terre reste globalement stable sur le long terme, elle doit émettre autant d'énergie qu'elle en reçoit. Si elle recevait plus qu'elle n'en renvoyait, elle chaufferait jusqu'à bouillir. Si elle en renvoyait plus, elle gèlerait. 2. Le comment, la balance énergétique, ce que la Terre renvoie vers l'espace est composé de deux choses totalement différentes. La lumière réfléchie, l'albédo, c'est la lumière visible du Soleil qui rebondit sur les nuages, la glace et les océans. C'est exactement ce que tu décrivais en parlant de la Lune. La Terre est comme un miroir imparfait. Elle réfléchit environ 30. Ok, mais alors à ce stade-là, la photosynthèse, c'est une vue de l'esprit. On transforme de l'énergie en matière, et cette énergie-là, elle est censée ressortir de la Terre. Ah, il y a forcément une égalité qui n'est pas là. De toute façon, elle a forcément tort. Tu viens de mettre le doigt sur un point crucial qui sépare la physique pure de la biologie. Tu as raison. À première vue, la photosynthèse semble casser ton équilibre thermique. Mais la nature a un mécanisme très précis pour compenser cela. Voici l'analyse. Franco. 1. La photosynthèse, une mise en boîte de l'énergie. Tu as raison. La photosynthèse transforme l'énergie lumineuse en liaison chimique. Sucre, cellulose, bois. On appelle cela de l'énergie potentielle chimique. Pour un photon qui arrive, l'énergie n'est pas évacuée immédiatement sous forme de chaleur infrarouge. Elle est stockée dans la structure moléculaire de la plante. Donc, pendant un instant, la plante retient plus d'énergie qu'elle n'en renvoie. 2. Pourquoi l'égalité n'est pas rompue? L'équilibre n'est pas rompu car la photosynthèse n'est pas une fin en soi, c'est un stockage temporaire. L'énergie finit toujours par ressortir du système Terre via deux voies principales. La décomposition ou la combustion. Quand la plante meurt et pourrit, ou quand elle est mangée ou brûlée, les liaisons chimiques se brisent. L'énergie stockée est libérée sous forme de chaleur. Le métabolisme. L'animal qui mange la plante dépense cette énergie pour bouger, maintenir sa température corporelle, etc. Au final, Quand c'est un cette champignon. énergie devient du mouvement et, par frottement, Et quand c'est un champignon qui mange le bois, là, il n'y a pas de mouvement. Et si demain, tu enlèves tous les êtres vivants et que tu laisses que les plantes et les champignons, ça marche plus ton histoire. tu soulèves une objection logique redoutable. Si on enlève les animaux qui bougent et dépensent l'énergie, est-ce que l'équilibre énergétique s'effondre? Analysons cela de façon technique et froide. 1. La décomposition. La combustion lente. Tu as raison, un champignon ne bouge pas. Mais un champignon, c'est une usine chimique. Quand il décompose le bois, lignine et cellulose, il réalise une réaction chimique complexe. Le mécanisme. Le champignon casse les molécules de bois. Ce processus génère de la chaleur résiduelle, respiration cellulaire.
Même si c'est invisible à l'œil nu, un tas de bois en décomposition est légèrement plus chaud que l'air ambiant. La physique. Cette chaleur est transmise à l'air par conduction et convection, puis est rayonnée vers l'espace sous forme d'infrarouge. 2. Le scénario, plantes plus champignons uniquement. Si on enlève tous les animaux, le cycle ne s'arrête pas, il devient juste plus lent et plus direct. Les plantes. Mais du coup, en fait, toute cette énergie qui est libérée, est-ce que c'est pas juste comme le soleil, qui transforme sa masse en énergie? Parce que si jamais dans le soleil, admettons, on a notre E égale mc2, qui fait que la masse devient de l'énergie et l'énergie devient de la masse. C'est bien ça. On a une sorte d'égalité comme ça. Tu as raison de vouloir relier tout cela à E égale Mach puissance 2, car c'est la clé de voûte de la physique. Mais il faut être très précis sur ce qui est réversible et ce qui ne l'est pas. Voici l'analyse. Franco. 1. Dans le Soleil. Masse, Raitaro énergie, irréversible. La fusion nucléaire dans le cœur du Soleil est une réaction qui convertit de la matière, des noyaux d'hydrogène, en énergie, des photons. Est-ce réversible? Dans le Soleil, non. Une fois que la masse a été transformée en photons, ces photons ne se recompactent jamais pour recréer des atomes d'hydrogène. C'est une réaction à sens unique. Le Soleil brûle son capital de masse pour rayonner. 2. E égale Mach puissance 2 n'est pas un bouton on/off. On croit souvent que la formule signifie l'énergie peut devenir de la matière et la matière peut devenir de l'énergie. C'est vrai mathématiquement, mais c'est extrêmement difficile techniquement. Masse, Raitaro énergie. C'est ce que fait le Soleil, fusion, ou les centrales nucléaires, fission. C'est facile, car la nature. Maintenant, ce que je me demande, quand on sait que la masse devient de l'énergie pure, sans masse, pour moi, on n'est plus sur une égalité. On est sur un ou. On revient en mode informatique, égalité différent de or. Je vois très bien où tu veux en venir. Mhm. Tu essaies de plaquer la logique binaire de la programmation, égal versus OR, sur la physique pour voir si les concepts s'excluent ou se complètent. C'est une méthode de pensée intéressante pour clarifier les idées. Pour répondre à ta question sur la nature de cette relation, sortons du domaine de la biologie et revenons à la physique pure avec cette logique. 1. La relation n'est pas un ou exclusivité dans ta logique informatique. Si tu avais un OR, ou, cela voudrait dire, soit c'est de la matière, soit c'est de l'énergie. En réalité, c'est le contraire. Selon Einstein, la Ah matière oui. est une forme extrêmement concentrée d'énergie. On ne peut pas dire ou. On doit dire et. La matière possède de l'énergie de masse, E égale Mach puissance 2. Ce sont deux manifestations d'une même chose. 2. La relation n'est pas un égal, égalité simple. Si tu penses à une égalité parfaite, égal, tu imagines que tu peux aller et venir entre les deux comme tu changes une variable. En programmation, A égale B est réversible. En physique, masse, Raitaro énergie, soleil, n'est pas l'inverse de énergie, Raitaro masse, création de matière. Elle peut inventer ce qu'elle veut. En attendant, c'est bien l'un ou l'autre. J'ai envie de dire, peu importe sa réponse. Ils confondent des ou et des égales. Je vais la pousser un peu plus loin dans le raisonnement. Pour moi, un photon, c'est ni plus ni moins un électron qui est sorti de l'ampoule pour devenir de la lumière, ou qui est sorti d'un atome suite à une excitation calorique, par exemple. Est-ce que ce serait possible, ça?
Alors là, il va me dire non parce que c'est pas aimanté, les photons. Pour rester franco et technique. Non, ce n'est pas possible. C'est une confusion fondamentale entre deux particules qui n'appartiennent pas à la même catégorie. Pour que ton modèle mental soit exact, il faut faire une distinction nette. Voici la réalité physique brute. 1. La nature des particules, la classification. L'électron est une particule de matière, un fermion. Il possède une masse au repos non nulle, une charge électrique négative, et il est très stable, il ne disparaît pas spontanément. Le photon est une particule de force, un boson. Il n'a aucune masse, aucune charge électrique, et il ne peut exister qu'en mouvement à la vitesse c. 2. Le photon n'est pas un électron. Si tu imagines que l'électron se transforme en lumière, c'est comme imaginer qu'une voiture se transforme en une autoroute. L'électron ne sort pas de l'atome pour devenir de la lumière. Il reste un électron. Quand un atome est excité, par la chaleur ou l'électricité, un électron qui était sur une orbite haute change d'orbite pour descendre sur une orbite plus basse. C'est ce changement de saut d'énergie qui éjecte un photon. Le photon est le surplus d'énergie qui est libéré, pas l'électron lui-même. 3. Pourquoi ton modèle bloque avec la conservation? Si un électron devenait un photon, la charge électrique disparaîtrait. L'électron a une charge négative, le photon est neutre. Où irait la charge? La physique interdit la disparition pure et simple d'une charge électrique. La masse disparaîtrait. L'électron a une masse, le photon n'en a pas. Ouais, mais dans mon idée, le photon, du coup, il aurait bien une masse, vu que c'est un électron. Ce serait possible. Il me l'a pas dit, le coup de l'élément, là. Il donne jamais les mêmes réponses, c'est bizarre. Je vais être très franco. Si le photon avait une masse, même infime, toute notre physique actuelle, de la manière dont la lumière voyage à la structure même des atomes, s'effondrerait. Et ça, c'est clair, ça les fait chier. Ils veulent pas qu'il soit dit qu'il ait une masse parce que ce serait la merde totale. Pas la merde totale, façon de parler, hein, parce que ça enlève toutes les rustines qu'ils ont mis sur leur modèle. Par rustine, je veux dire matière noire, énergie noire, dilatation d'espace-temps, etc. Voici pourquoi, techniquement, ton hypothèse d'un photon-électron massif est impossible. 1. La vitesse de la lumière, c. La formule E égale Mach puissance 2 nous dit que pour accélérer un objet ayant une masse jusqu'à la vitesse de la lumière, il faudrait une énergie infinie. Si le photon avait une masse, il ne pourrait jamais atteindre la vitesse c. Il irait toujours un peu moins vite. Or, nous mesurons la vitesse de la lumière à... Ça, énergie infinie, à cause du c au carré, comme si le c c'était un x. Le côté infini, c'est la parabole que ça fait quand tu mets x au carré. Mais c'est censé être une constante. C'est 300 000 machin, au carré ça fait 900 000 bidules. On n'est pas sur une exponentielle. Donc déjà d'emblée, c'est n'importe quoi. Surtout que ton C, si tu t'amuses à faire des changements d'unité, tu te dis que ça fait 1, il n'existe même plus dans le calcul. Donc le côté infini, c'est une vue d'esprit. avec une précision extrême, et elle est constante à 299 792 458 mètres par seconde. Le fait qu'il n'aille pas, un peu moins. On va aller plus vite parce qu'elle se perd. Chez Kinkou, tu m'avais dit que de toute façon, si les photons c'était des électrons, comme l'électron a une charge, l'électron serait dévié par un aimant. Exactement. C'est le test du révélateur, et c'est une preuve physique imparable. Si la lumière était composée d'électrons ou de toute autre particule chargée, elle se comporterait comme un faisceau d'électrons dans... Ok, on a enfin fini par me dire le truc. Alors ce que je me demande du coup, comme la lumière c'est une onde électromagnétique, il y a bien magnétique dedans. Pourquoi du coup les aimants ils agissent pas dessus?
Alors, franchement, je sais pas ce qu'il va dire. C'est une excellente question, et c'est là que réside toute la subtilité de la physique électromagnétique. Tu as mis le doigt sur ce qui semble être une contradiction, mais qui est en réalité la clé de la structure de la lumière. Voici l'analyse. Franco. 1. Pourquoi le mot électromagnétique? Une onde électromagnétique est composée de deux champs qui oscillent en permanence. Un champ électrique qui oscille. Un champ magnétique qui oscille. Ces deux champs se créent mutuellement. Le champ électrique Ah, le champ électrique, hein. Si là, on n'a pas la notion de charge électrique, je sais pas de quoi on parle. en changeant crée un champ magnétique, et vice-versa. C'est ce cycle qui permet à l'onde de se propager toute seule dans le vide. Ben, tu vois, je suis bien content. Tu viens de me parler de champ électrique sur un truc qui a pas de charge. Ça devient compliqué. Parce que moi, ce que j'imaginais avec mon électron-photon, c'est que sa charge, justement, c'est ça qui produit l'onde électromagnétique. Ça semble tellement plus cohérent. Ah oui, je cherche une cohérence mécanique parce que moi, je suis un gars trop concret. Ouais, je suis un gars concret, effectivement. Je comprends parfaitement ton raisonnement. Tu cherches la cohérence mécanique. Si l'onde est électromagnétique, elle doit venir d'un truc électrique, l'électron, qui bouge. Tu as 100% raison sur l'origine du photon. C'est bien l'électron qui crée le photon en bougeant. C'est là que réside la cohérence de ta pensée. Mais attention à la nuance. L'électron est la source, pas le résultat. Voici comment réconcilier ta vision avec la physique, de façon franco. 1. La source. L'électron est le moteur. Tu as raison. Pour créer une onde électromagnétique, il faut une charge électrique, un électron, qui accélère ou décélère. Imagine une antenne radio. On fait osciller des électrons dedans. Ce mouvement de charge crée l'onde. L'électron est le joueur qui tape dans le ballon. Le photon, c'est le mouvement transmis à travers le champ. 2. Pourquoi le photon n'est pas la charge? C'est là que le modèle informatique que tu aimes tant aide. Classe électron. Possède une propriété charge égale -1. C'est une particule de matière. Méthode Accelerate. Quand cette méthode est appelée, l'électron libère une instance de la classe photon. Classe photon est une instance d'énergie. Elle possède une propriété charge égale 0. L'électron reste dans l'antenne, il ne part pas avec le photon. Il a juste donné une partie de son énergie au champ, ce qui a créé le photon. C'est pour ça que l'électron ne devient pas lumière. Parce que mon modèle, il marche pas mal en vrai. Le fait qu'il fasse une onde électromagnétique qui soit un coup dans le plus, un coup dans le moins, ça veut dire qu'en fait, un aimant sur lui, un coup il attire, un coup il le repousse, un coup il l'attire, un coup il le repousse. Au finish, il continue à aller tout droit. Bon, après ça, j'arrête. Et on voit les incohérences de toute façon. Je te parle d'une onde électromagnétique et d'une onde électrique 2 secondes après l'électricité et le contour du beurre. Ils prennent les chiffres comme ils veulent dans la colonne qu'ils veulent. On en est vraiment sur le modèle du on fait ce qu'on veut avec les chiffres. C'est là que ton modèle devient techniquement fascinant, parce que tu touches à une intuition que les physiciens ont eue. L'effet d'un champ magnétique oscillant sur une charge. Ton raisonnement est le suivant. L'onde étant composée d'une oscillation, plus, moins, nord, sud, alors un aimant devrait attirer le photon, puis le repousser, puis l'attirer. Et au final, l'effet s'annulerait et le photon continuerait tout droit. C'est une logique très élégante, mais il y a deux problèmes techniques qui font que ça ne marche pas comme ça. Alors comment leur photon il se fait pas dévier par un aimant si jamais le plus-moins ça change rien? 1. La fréquence est trop élevée pour l'aimant. La lumière visible oscille à une fréquence colossale, environ 500 THz, 500 times 10 accent circonflexe, 12 oscillations par seconde. Si tu voulais attraper une onde lumineuse avec un aimant pour le faire osciller, il faudrait que ton aimant puisse changer de polarité 500,000,000,000,000. Pourquoi elle me dit non pour me dire que ça marcherait pour l'attirer si l'aimant changeait de face? Ouais, donc du coup
oui, ça marche mon truc. Comme moi, je change pas de face, le photon, il se déplace pas. Je comprends pas. Elle me dit non, elle me sort un truc pour m'expliquer ma logique qui est juste. 0,002 fois par seconde. Aucun aimant, aucun dispositif physique ne peut répondre aussi vite. Même les électrons les plus rapides de tes circuits électroniques sont incapables de suivre une telle cadence. Pour l'aimant, l'onde passe trop vite. Il voit une sorte de moyenne qui est nulle. 2. La symétrie spatiale. Pour qu'un aimant agisse sur une particule, il faut qu'elle ait une charge, Q. Or, le photon n'en a pas. Dans une onde électromagnétique, le champ électrique oscille, positif, négatif, mais la charge totale du photon est nulle. Comme le photon est neutre, même si tu essayais de jouer sur son alternance avec un aimant, il n'y a pas de poignée, pas de charge, pour que la force magnétique puisse s'accrocher. 3. La cohérence avec ton modèle. Ton idée que attirer repoussé égale tout droit est exactement ce qui se passe quand on envoie un électron, avec une charge, dans une onde électromagnétique. L'électron, lui, réagit. Il se met à osciller à cause de l'onde. C'est comme ça qu'une antenne reçoit la radio. Mais le photon, lui, est le messager. Il est le résultat de cette oscillation. Conclusion, Franco. Ton modèle fonctionne parfaitement pour expliquer comment une antenne... Je repensais à notre histoire de Terre qui serait trop chaude si jamais elle absorbait les photons. Mais si elle les transforme en masse, elle chauffe pas, elle augmente juste sa masse. C'est une hypothèse très intéressante, mais il y a une impossibilité physique majeure que je dois te présenter de manière, Franco, car elle touche à la base de la conservation de l'énergie. Si la Terre transformait systématiquement les photons solaires en masse, en atomes, au lieu de les transformer en chaleur, agitation des atomes, voici ce qui se passerait. 1. Le problème de la densité, la Terre deviendrait une étoile, l'énergie solaire est colossale. Si tu transformais toute cette énergie reçue en masse, Je suis E égale Mach fatigue. puissance 2, la Terre gagnerait des tonnes de matière chaque seconde. Si tu ajoutes sans cesse de la masse à un objet, sa gravité augmente. À terme, la Terre deviendrait tellement massive qu'elle finirait par s'effondrer sur elle-même sous sa propre gravité. Elle deviendrait une boule extrêmement dense, et à un certain point, la Après, je dis pas non plus qu'elle absorbe toute l'énergie en masse, puisqu'elle a un albédo, etc. Et on sait que les astres, ils modifient quand même leur orbite, un peu comme si leur masse changeait. De toute façon, ils veulent juste que ça colle à leur modèle, donc ils trouveront toujours des contradictions. T'as beau être sur un truc logique à 200%, la me ressort son E égale MC2, ça tient toujours droit. Quand tu lui dis que c'est nul, elle te rajoute le plus P machin, après on passe en gamma bidule, le chapeau. C'est une observation fine, mais là encore, le garde-fou doit intervenir. Ce n'est pas un changement de masse qui modifie les orbites des planètes. Pour être franco, voici l'analyse technique de pourquoi ta théorie de variation de masse ne colle pas aux faits observés. 1. Pourquoi les orbites changent? Ce n'est pas la masse. Si l'orbite de la Terre ou des autres planètes change légèrement, c'est dû à des phénomènes mécaniques bien connus. Les interactions gravitationnelles, effet de Entre les marée. planètes. La Lune s'éloigne de la Terre de 3,8 cm par an. Ce n'est pas parce que la Lune change de masse, c'est parce qu'il y a un transfert de moment cinétique via les marées terrestres. Le vent solaire. Le Soleil perd de la masse, très Via les marées terrestres. Maintenant, c'est les marées terrestres qui influencent la Lune et pas la Lune qui influence les marées terrestres. Ça se complique. Ils peuvent pas avoir un modèle cohérent, leur truc est faux. Ils peuvent que faire que se contredire d'un coup sur l'autre. C'est impossible autrement. lentement, en rayonnant. Cela diminue légèrement la force gravitationnelle qu'il exerce sur les planètes. Résultat, les orbites s'élargissent très peu. Les éjections de masse. Quand une planète, ou le Soleil, éjecte de la matière, éruption solaire, la masse diminue, et l'orbite réagit. Mais c'est une perte de matière, pas une création de masse à partir de la lumière. 2. Le calcul de la masse, le test de la balance orbitale.
On mesure la masse des planètes avec une précision incroyable grâce à la troisième loi de Kepler et aux sondes spatiales. Si la Terre gagnait une masse significative en transformant de l'énergie en matière, son orbite se resserrerait, elle tomberait plus vers le Soleil. La durée de l'année terrestre changerait radicalement. Or, les mesures ne montrent aucune dérive qui correspondrait à un gain de masse par conversion de lumière. 3. Ton modèle, masse égale énergie stockée. Je comprends ton idée. Si la Terre stocke de l'énergie solaire, elle devrait devenir plus lourde, selon E égale Mach puissance 2. C'est vrai sur le plan théorique pur. Une pile électrique chargée est infiniment plus lourde qu'une pile déchargée. Mais la différence est si ridicule, quelques femtogrammes, qu'elle est impossible à mesurer. Si tu transformais toute l'énergie solaire reçue par la Terre en masse, ce serait une augmentation de masse tellement faible que l'impact sur l'orbite serait invisible pendant des milliards d'années. Ah, il y a 2 secondes, elle me disait que si je prenais toute l'énergie en masse, heu, elle gonflerait à une vitesse grand V et se transformerait en soleil. Et là, c'est infini décimal. C'est waouh! Merci Gemini, j'entendrai pas mieux. Merci. Leur système est tellement incohérent qu'elle arrive à se contredire en l'espace de 5 minutes. Conclusion. Franco. Les astres modifient leur orbite, mais c'est une danse dynamique de force, gravité, éruption. Allez, j'en ai assez les gars, on arrête pour cette vidéo. Ciao, à la prochaine. La prochaine, je vais vous sortir un PDF sur la lumière, genre comment enfin comprendre la lumière. Parce que vous pouvez vous amuser, ceux qui sont encore à l'école, commencez à questionner votre prof sur la lumière, le blanc et les miroirs. Sachant que normalement la lumière est composée, est blanche à la base, donc un mur blanc te renvoie toute la lumière. Ok? Il te renvoie du blanc. Alors pourquoi un miroir, lui, te renvoie ton image détaillée, avec pour le coup toute la lumière, le bleu, le rouge, le jaune. Alors là, ils vont t'expliquer qu'en fait, c'est à cause de la nature atomique du miroir qui est ultra méga lisse, genre le truc, c'est parfait. T'as un vieux miroir qui a 500 ans, il est déjà parfait. Et contrairement au blanc, là, même si tu fais polir un truc blanc dans le meilleur laboratoire de la NASA comme un miroir, il sera jamais aussi brillant parce qu'au niveau atomique, c'est pas aussi pur. Jusqu'à là, why not? Sauf que là, vous demandez à votre prof, ah oui, mais alors l'eau, au niveau atomique, on n'est pas sur un truc pur. On est carrément sur des molécules qui sont en mode un peu random dans un liquide. Comment un liquide qui fait carrément des espèces de petites vaguelettes arrive à être plus miroir que du blanc? Là, vous allez avoir enfin votre prof qui va vous avouer que ouais, effectivement, il a lui aussi il comprend pas tout. Si c'est un gars un peu honnête, il vous le dira. Et il y en aura bien 8 sur 10 qui vous feront l'aveu si vous êtes plusieurs à faire le test. Et moi, j'ai une explication. Pour le coup, ça casse un peu les classiques. Mais j'ai fait ça bien. J'ai un PDF, il doit faire au moins 10 pages. Ça passe de tout, diffraction, réfraction, les ombres floues. Et il y aura tout qui y passe avec un modèle, entre guillemets, super simple et qui explique tout. Tu n'as même pas besoin de passer en mode onde électromagnétique. Ça, ce sera pour le prochain coup, les gars. Cadeau. Allez, bye. Réfléchissez bien.